Bonjour, Chamrou Télé. On va retrouver mon best-seller, c'est-à-dire Guy de Maupassant. Alors je précise pour les gens qui me disent, ce serait bien que tu lises un petit peu plus vite. Ça, on va dire, ce sont les gens classiques, hein, les lectures classiques. Moi, je propose exprès une lecture français langue étrangère, FLE. Hein, donc si je lis lentement, c'est exprès. Hein, c'est la lecture qui est comme ça. Si tu veux que ça aille plus vite, tu vas voir les autres. Sur YouTube, tu trouves plein de lectures qui lisent en vitesse normale. Donc moi, je lis exprès en vitesse lente pour les étrangers. YouTube étant international, évidemment, les étrangers sont très heureux de mes lectures. Donc si ça ne te plaît pas, tu passes ton chemin et tu vas voir ailleurs. Cher monsieur, voilà. Par un soir de printemps, donc, de Guy de Maupassant. Jeanne allait épouser son cousin Jacques. Ils se connaissaient depuis l'enfance, et l'amour ne prenait point entre eux les formes cérémonieuses qu'ils gardent généralement dans le monde. Ils avaient été élevés ensemble, sans se douter qu'ils s'aimaient. La jeune fille, un peu coquette, faisait bien quelques agaceries innocentes au jeune homme. Elle le trouvait gentil, en outre, et bon garçon, et chaque fois qu'elle le revoyait, elle l'embrassait de tout son cœur, mais sans frisson, sans ce frisson qui semble plisser la chair, du bout des mains au bout des pieds. Lui, il pensait tout simplement « Elle est mignonne, ma petite cousine », et il songeait à elle avec cette espèce d'attendrissement instinctif qu'un homme éprouve toujours pour une jolie fille. Ses réflexions n'allaient pas plus loin. Puis voilà qu'un jour, Jeanne entendit par hasard sa mère dire à sa tante Alberte, car la tante Lison était restée vieille fille, « Je t'assure qu'ils s'aimeront tout de suite, ces enfants-là, ça se voit. Quant à moi, Jacques est absolument le gendre que je rêve. » Et immédiatement, Jeanne s'était mise à adorer son cousin Jacques. Alors elle avait rougi en le voyant, sa main avait tremblé dans la main du jeune homme. Ses yeux se baissaient quand elle rencontrait son regard, et elle faisait des manières pour se laisser embrasser par lui, si bien qu'il s'était aperçu de tout cela. Il avait compris, et dans un élan où se trouvait autant de vanité satisfaite que d'affection véritable, il avait saisi à plein bras sa cousine en lui soufflant dans l'oreille « Je t'aime, je t'aime ». À partir de ce jour, ça n'avait été que roucoulement, galanterie, etc. Un déploiement de toutes les façons amoureuses que leur intimité passée rendait sans gêne et sans embarras. Au salon, Jacques embrassait sa fiancée devant les trois vieilles femmes, les trois sœurs, sa mère, la mère de Jeanne, et sa tante Lison. Il se promenait avec elle, seuls tous deux, des jours entiers dans les bois, le long de la petite rivière, à travers les prairies humides où l'herbe était criblée de fleurs des champs, et ils attendaient le moment fixé pour leur union sans impatience trop vive, mais enveloppés, roulés dans une tendresse délicieuse, savourant le charme exquis des insignifiantes caresses, des doigts pressés, des regards passionnés, si longs que les âmes semblent se mêler. Et vaguement tourmentés par le désir encore indécis des grandes étreintes, sentant comme des inquiétudes à leurs lèvres qui s'appelaient, semblaient se guetter, s'attendre, se promettre. Quelquefois, quand ils avaient passé tout le jour dans cette sorte de tiédeur passionnée, dans ces platoniques tendresses, ils avaient au soir comme une courbature singulière, et ils poussaient tous les deux de profonds soupirs, sans savoir pourquoi, sans comprendre, des soupirs gonflés d'attente. Les deux mères et leur sœur, tante Lison, regardaient ce jeune amour avec un attendrissement souriant. Tante Lison surtout semblait tout émue à les voir. C'était une petite femme qui parlait peu, s'effaçait toujours, ne faisait point de bruit, apparaissait seulement aux heures des repas, remontait ensuite dans sa chambre, où elle restait enfermée sans cesse. Elle avait un air bon et vieillot, un œil doux et triste, et ne comptait presque pas dans la famille. Les deux sœurs qui étaient veuves, ayant tenu une place dans le monde, la considéraient un peu comme un être insignifiant. On la traitait avec une familiarité sans gêne que cachait une sorte de bonté un peu méprisante pour la vieille fille. Elle s'appelait Lise, étant née au jour où Béranger régnait sur la France. Quand on avait vu qu'elle ne se mariait pas, qu'elle ne se marierait sans doute point, de Lise on avait fait Lison,
Aujourd'hui, elle était tante Lison, une humble vieille proprette, affreusement timide, même avec les siens, qu'il aimait, d'une affection participant de l'habitude, de la compassion et d'une indifférence bienveillante. Les enfants ne montaient jamais l'embrasser dans sa chambre. La bonne seule pénétrait chez elle. On l'envoyait chercher pour lui parler. C'est à peine si on savait où était située cette chambre où s'écoulait solitairement toute cette pauvre vie. Elle ne tenait point de place. Quand elle n'était pas là, on ne parlait jamais d'elle, on ne songeait jamais à elle. C'était un de ces êtres effacés qui demeurent inconnus. Plop, mauvaise liaison. C'était un de ces êtres effacés qui demeurent inconnus, même à leurs proches, comme inexplorés, et dont la mort ne fait ni trou, ni vide dans une maison, un de ces êtres qui ne savent entrer ni dans l'existence, ni dans les habitudes, ni dans l'amour de ceux qui vivent à côté d'eux. Elle marchait toujours à petits pas pressés et muets, ne faisait jamais de bruit, ne heurtait jamais rien, semblait communiquer aux objets la propriété de ne rendre aucun son, ses mains paraissaient faites d'une espèce d'ouate, tant elle maniait légèrement et délicatement ce qu'elle touchait. Quand on prononçait tante Lison, ces deux mots n'éveillaient pour ainsi dire aucune pensée dans l'esprit de personne, c'est comme si on avait dit la cafetière ou le sucrier. La chienne Loute possédait certainement une personnalité beaucoup plus marquée. On la câlinait sans cesse, on l'appelait ma chère Loute, ma belle Loute, ma petite Loute, on la pleurerait infiniment plus. Le mariage des deux cousins devait avoir lieu à la fin du mois de mai. Les jeunes gens vivaient les yeux dans les yeux, les mains dans les mains, la pensée dans la pensée, le cœur dans le cœur. Le printemps tardif cette année, hésitant, grelottant jusque sous les gelées claires des nuits et la fraîcheur brumeuse des matinées, venait de jaillir tout à coup. Quelques jours chauds, un peu voilés, avaient remué toute la sève de la terre, ouvrant les feuilles comme par miracle, et répandant partout cette bonne odeur amollissante des bourgeons et des premières fleurs. Puis, un après-midi, le soleil victorieux, séchant enfin les buées flottantes, s'était étalé, rayonnant sur toute la plaine. Sa gaieté claire avait empli la campagne, avait pénétré partout, dans les plantes, les bêtes et les hommes. Les oiseaux amoureux voletaient, battaient des ailes, s'appelaient, Jeanne et Jacques, oppressés d'un bonheur délicieux, mais plus timides que de coutume, inquiets de ces tressaillements nouveaux qui entraient en eux avec la fermentation des bois, étaient restés tous les jours côte à côte, sur un banc devant la porte du château, n'osant plus s'éloigner seuls, et regardant d'un œil vague, là-bas, sur la pièce d'eau, les grands signes qui se poursuivaient. Puis, le soir venu, il s'était senti apaisé, plus tranquille, et après le dîner s'était accoudé, en causant beaucoup, doucement, à la fenêtre ouverte du salon, tandis que leur mère jouait au piquet dans la clarté ronde que formait l'abat-jour de la lampe, et que tante Lison tricotait des bas pour les pauvres du pays. Une haute futaie s'étendait au loin, derrière l'étang, et dans le feuillage encore menu des grands arbres, la lune tout à coup s'était montrée. Elle avait peu à peu monté à travers les branches qui se dessinaient sur son orbe, et gravissant le ciel, au milieu des étoiles qu'elle effaçait, elle s'était mise à verser sur le monde cette lueur mélancolique où flottent des blancheurs et des rêves, si chers aux attendris, aux poètes, aux amoureux. Les jeunes gens l'avaient regardé d'abord, puis, tout imprégnés par la douceur tendre de la nuit, par cet éclairement vaporeux des gazons et des massifs, ils étaient sortis à pas lents, et ils se promenaient sur la grande pelouse blanche jusqu'à la pièce d'eau qui brillait. Lorsqu'elles eurent terminé les 4 parties de piquet de tous les soirs, les deux mères, s'endormant peu à peu, eurent envie de se coucher. « Il faut appeler les enfants, » dit l'une. L'autre, d'un coup d'œil, parcourut l'horizon pâle où 2 ombres erraient doucement. « Laisse-les donc, reprit-elle. Il fait si bon dehors. Lison va les attendre, n'est-ce pas, Lison ?» La vieille fille releva ses yeux inquiets et répondit de sa voix timide « Certainement, je les attendrai. » Et les 2 sœurs gagnèrent leur lit. Alors tante Lison à son tour se leva, et laissant sur le bras du fauteuil l'ouvrage commencé, sa laine et la grande aiguille, elle vint s'accouder à la fenêtre et contempla la nuit charmante. Les 2 amoureux allaient sans fin à travers le gazon, de l'étang jusqu'au perron, du perron jusqu'à l'étang.
Ils se serraient les doigts et ne parlaient plus, comme sortis d'eux-mêmes, mêlés à la poésie visible qui s'exhalait de la terre. Jeanne tout à coup aperçut dans le cadre de la fenêtre la silhouette de la vieille fille que dessinait la clarté de la lampe. « Tiens, dit-elle, tante Lison qui nous regarde. » Jacques leva la tête. « Oui, reprit-il, tante Lison nous regarde. » Et ils continuèrent à rêver, à marcher lentement, à s'aimer. Mais la rosée couvrait l'herbe, ils eurent un petit frisson de fraîcheur. « Rentrons maintenant, dit-elle, et ils revinrent. Lorsqu'ils pénétrèrent dans le salon, tante Lison s'était remise à tricoter. Elle avait le front penché sur son travail, et ses petits doigts maigres tremblaient un peu, comme s'ils eussent été très fatigués. Jeanne s'approcha. « Tante, nous allons dormir maintenant. » La vieille fille tourna les yeux. Ils étaient rouges comme si elle eût pleuré. Jacques et sa fiancée n'y prirent point garde. Mais le jeune homme aperçut les fins souliers de la jeune fille, tout couverts d'eau. Il fut saisi d'inquiétude et demanda tendrement « N'as-tu point froid à tes chers petits pieds ?» Et tout à coup les doigts de la tante furent secoués d'un tremblement si fort que son ouvrage s'en échappa. La pelote de laine roula au loin sur le parquet, et cachant brusquement sa figure dans ses mains, la vieille fille se mit à pleurer par grands sanglots convulsifs. Les deux enfants s'élancèrent vers elle. Jeanne, à genoux, écarta ses bras, bouleversée, répétant « Qu'as-tu, tante Lison? Qu'as-tu, tante Lison ?» Alors, la pauvre vieille, balbutiant, avec la voix toute mouillée de larmes et le corps crispé de chagrin, répondit « C'est... quand il t'a demandé « N'as-tu point froid à tes chers petits pieds ?» On ne m'a jamais dit de ces choses-là à moi. Jamais. C'était donc par un soir de printemps, de Guy de Maupassant sur Chameroux Télé ou Chameroux Radio, comme tu veux. Si tu écoutes ça ensuite en convertissant en audio MP3.